Il existe un moment dans la vie où tu réalises que tout ce que tu as porté pendant des décennies ne te définit plus vraiment. Ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas du désenchantement, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que Jung appelait le début de la vraie individuation. La vieillesse n'est pas ce déclin que la société te fait craindre, c'est la seule phase de ton existence où tu peux enfin devenir entier, si tu comprends ce que tu dois absolument éliminer maintenant. Car voici la vérité que personne ne te dit. Tu as passé la première moitié de ta vie à accumuler des masques, des rôles, des identités qui n'ont jamais été vraiment toi. Et si tu ne les libères pas maintenant, tu risques de mourir en portant le poids d'une vie qui n'a jamais été la tienne. Ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va transformer complètement ta compréhension de cette phase cruciale de ton existence. Jung a découvert quelque chose de fondamental sur la psyché humaine dans la seconde moitié de la vie. Quelque chose que la plupart des gens ignorent jusqu'à leur dernier souffle. La vieillesse est ton ultime opportunité de te libérer, de mourir psychologiquement avant de mourir physiquement, et d'atteindre enfin cette paix intérieure que tu as cherchée toute ta vie sans jamais vraiment savoir où la trouver. Tu portes en toi, depuis des décennies, un masque que tu as fini par confondre avec ton vrai visage. Ce masque, Jung l'appelait la persona, cette construction sociale élaborée que tu as bâtie pierre par pierre pour survivre dans un monde qui exigeait de toi une certaine image. Le père respectable, la mère dévouée, le professionnel accompli, l'époux fidèle, autant de rôles que tu as endossés avec tellement de conviction que tu as oublié qu'il y avait quelqu'un en dessous. Ce n'est pas de l'hypocrisie, comprends bien, c'est une stratégie de survie psychique que ton inconscient a mise en place pour te protéger du rejet, de l'abandon, du jugement. Mais voici ce que peu de gens réalisent à temps. Ce masque qui t'a protégé pendant 50 ans est devenu ta prison. Chaque matin, tu te réveilles et tu enfiles automatiquement cette identité sociale comme on met un vêtement usé, sans même te demander si elle correspond encore à qui tu es vraiment devenu. Les recherches en psychologie profonde montrent constamment que plus nous vieillissons en restant attachés à nos rôles sociaux rigides, plus nous nous éloignons de notre essence authentique, créant une dissonance intérieure qui se manifeste par une tristesse inexplicable, une fatigue existentielle que le repos ne guérit jamais. Jung a passé des années à étudier ce phénomène et il a découvert quelque chose de bouleversant. La rigidité de la persona est directement proportionnelle à la peur de découvrir qui nous sommes vraiment sans elle. Tu t'accroches à tes rôles sociaux parce que sans eux tu as l'impression de n'être personne, de disparaître dans le vide. Cette terreur sourde n'est pas irrationnelle, elle est profondément enracinée dans ton inconscient qui a construit toute ton identité autour de ces masques. Mais la vieillesse te donne un cadeau extraordinaire si tu acceptes de le recevoir. Elle te retire naturellement ces rôles, un par un. Tu ne travailles plus, tu n'es plus l'autorité que tu étais, tes enfants ont grandi et n'ont plus besoin de toi de la même manière, ton statut social s'est estompé. Ce que la société perçoit comme une perte, Jung le voyait comme une libération potentielle. Richard Davidson a démontré dans ses recherches sur la neuroplasticité émotionnelle que le cerveau conserve jusqu'à un âge avancé sa capacité à se reconfigurer, à créer de nouvelles identités neuronales qui ne dépendent plus des rôles externes. En d'autres termes, tu peux littéralement recabler ton cerveau pour exister indépendamment de tes fonctions sociales. La vraie question n'est pas qui tu étais quand tu portais ces masques, mais qui tu deviens quand tu acceptes enfin de les retirer un par un. Sénèque écrivait il y a 2000 ans que l'homme qui arrive à la vieillesse sans avoir découvert qui il est vraiment a vécu en esclave toute sa vie. Ce n'est pas une condamnation, c'est une observation lucide de la condition humaine. La plupart des gens passent leur existence entière à jouer des personnages écrits par d'autres, par la famille, par la société, par les circonstances, sans jamais se demander quel est leur texte original. Et voici la partie qui va te bouleverser. Ce n'est pas trop tard maintenant, au contraire, c'est maintenant ou jamais. La vieillesse est cette phase unique où la vie elle-même te dépouille de tes déguisements, que tu le veuilles ou non.
Tu peux résister à ce dépouillement et mourir en agrippant désespérément des rôles qui n'existent plus, ou tu peux collaborer consciemment avec ce processus naturel et découvrir enfin qui tu as toujours été sous la surface. Jung appelait cela le processus d'individuation tardive, ce moment crucial où le self authentique peut enfin émerger des décombres de la persona. Ce n'est pas une transformation douce et facile. C'est une mort psychologique qui exige un courage immense. Mais de l'autre côté de cette mort se trouve quelque chose que tu as cherché toute ta vie, la paix de simplement être qui tu es, sans justification, sans performance, sans masque. Attends de comprendre ce que cela révèle sur ta psyché profonde. Pendant toutes ces années, tu n'as pas seulement porté des rôles, tu as construit toute ta valeur personnelle autour de l'approbation externe. Chaque décision importante que tu as prise, chaque sacrifice que tu as consenti, chaque compromis que tu as accepté était secrètement motivé par ce besoin viscéral d'être vu, reconnu, validé par les autres. Ce n'est pas de la vanité superficielle, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'Adler identifiait comme le complexe d'infériorité fondamentale. Quelque part dans ton enfance, tu as intériorisé le message que tu n'étais pas assez, que ton existence même devait être justifiée par des accomplissements, par l'admiration des autres, par une reconnaissance externe constante. Et pendant 50, 60, 70 ans, tu as couru après cette validation comme un affamé court après du pain, sans jamais réaliser que cette faim ne pouvait pas être satisfaite de l'extérieur. Les études en psychologie moderne révèlent quelque chose de fascinant. Plus nous avançons en âge en dépendant de l'approbation externe, plus nous développons une anxiété existentielle chronique, car nous sentons confusément que cette source de validation va bientôt disparaître. Qui va t'admirer quand tu ne produiras plus rien? Qui va te reconnaître quand tu ne seras plus visible socialement? Cette terreur silencieuse empoisonne les dernières années de millions de personnes qui n'ont jamais appris à se valider elles-mêmes. Freud parlait du surmoi, cette instance psychique qui intériorise les jugements et attentes externes jusqu'à ce qu'ils deviennent une voix intérieure tyrannique. Tu n'as même plus besoin que les autres te jugent. Tu as intégré leurs regards au point de te juger toi-même constamment selon leurs critères. Cette prison psychologique est peut-être la plus cruelle de toutes, car elle te suit partout, même dans la solitude. Matthew Lieberman a démontré dans ses recherches sur le cerveau social que nos circuits neuronaux sont profondément câblés pour la connexion et la reconnaissance sociale. Mais voici le paradoxe bouleversant. Ces mêmes circuits peuvent apprendre, même à un âge avancé, à générer leur propre validation interne, à créer une estime de soi qui ne dépend plus du regard extérieur. La vieillesse te place devant une évidence brutale. Le monde ne te regarde plus de la même manière, et bientôt il ne te regardera plus du tout. Tu peux vivre cette réalité comme une tragédie insupportable, ou comme une libération extraordinaire. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que l'opinion d'autrui est comme le vent. Elle change constamment et n'a aucun pouvoir réel sur qui tu es vraiment. Mais combien de temps as-tu perdu à danser selon le vent, à modifier ta posture, tes mots, tes choix pour plaire à des regards qui finalement ne te voyaient même pas vraiment? L'approbation que tu cherchais désespérément dehors était en réalité celle que tu te refusais à toi-même. Chaque fois que tu trahissais ta vérité pour être accepté, chaque fois que tu étouffais ta voix authentique pour ne pas déranger, tu renforçais le message inconscient que qui tu es vraiment n'est pas assez bien. Et maintenant, dans cette phase de ta vie où le monde extérieur te retire naturellement son attention, tu as enfin l'opportunité de te donner à toi-même ce regard bienveillant que tu attendais des autres. Ce processus de libération du besoin d'approbation n'est pas une simple décision intellectuelle. C'est un travail psychologique profond qui demande de revisiter toutes ces fois où tu as abandonné une partie de toi pour être aimé. Jung disait que nous ne devenons pas conscients en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cette obscurité, dans ton cas, c'est la reconnaissance douloureuse de toutes ces trahisons de soi accumulées au fil des décennies. Mais voici ce que personne ne te dit.
Reconnaître ses trahisons n'est pas s'accabler de reproches, c'est comprendre avec compassion pourquoi tu as fait ces choix. Tu cherchais à survivre psychologiquement dans un monde qui ne valorisait pas ton authenticité. Et maintenant, tu peux enfin choisir de vivre selon tes propres critères, de te valider toi-même, de devenir ton propre témoin bienveillant. Cette autonomie psychique est le vrai trésor de la vieillesse, bien plus précieux que n'importe quelle reconnaissance externe que tu as pu recevoir dans ta vie. Et c'est là que la vraie liberté psychologique commence. Mais elle exige de traverser un territoire émotionnel que la plupart des gens évitent toute leur vie. Tu portes en toi un poids toxique qui a peut-être commencé il y a des décennies avec une injustice, une trahison, une blessure profonde que tu n'as jamais vraiment digérée. Ces ressentiments accumulés, ces rancunes soigneusement entretenues, ces histoires de ce qui t'a été fait et jamais réparé, tout cela forme une masse émotionnelle dense qui empoisonne ton présent. Chaque fois que tu ressasses mentalement cette vieille blessure, chaque fois que tu rejoues dans ta tête ce qui aurait dû se passer différemment, tu réactives les mêmes circuits de douleur dans ton cerveau. Ce n'est pas de la rancune au sens mesquin du terme, c'est une blessure non intégrée dans ta psyché qui continue de saigner émotionnellement des années après le fait initial. Joseph Ledoux a révélé dans ses recherches sur la mémoire émotionnelle comment l'amygdale stocke les traumatismes émotionnels de manière à ce qu'ils puissent être réactivés instantanément, créant une boucle de souffrance qui peut durer toute une vie si elle n'est pas consciemment interrompue. Mais voici ce que Jung a découvert qui change tout. Tes ressentiments ne concernent jamais vraiment uniquement l'autre personne. Ils révèlent toujours quelque chose sur toi que tu refuses de voir. C'est le mécanisme de la projection de l'ombre. Ce qui te blesse si profondément chez l'autre, c'est souvent quelque chose que tu ne peux pas accepter en toi-même. La personne qui t'a trahi te montre ta propre capacité à trahir que tu as refoulée. Celui qui t'a abandonné te confronte à tes propres abandons que tu n'as jamais voulu reconnaître. Ce qui te met en rage chez quelqu'un d'autre est presque toujours une partie de ton ombre que tu projettes à l'extérieur parce que c'est trop douloureux de la reconnaître en toi. Cette vérité est brutale, mais elle est aussi profondément libératrice. Parce que si ton ressentiment parle en réalité de toi, alors tu as le pouvoir de le transformer. Tu n'es plus dépendant de l'autre pour obtenir des excuses, une reconnaissance, une réparation qui ne viendra peut-être jamais. Le travail est intérieur, il consiste à réintégrer ces parts de toi que tu as projetées sur les autres pendant toutes ces années. Viktor Frankl parlait de la capacité extraordinaire de l'être humain à trouver du sens même dans la souffrance la plus intense. Tes blessures passées, aussi injustes et douloureuses qu'elles aient été, peuvent devenir des portails vers une compréhension profonde de toi-même si tu acceptes de les regarder autrement. Non pas comme des preuves de la cruauté du monde, mais comme des révélateurs de tes propres vulnérabilités, de tes propres patterns inconscients, de tes propres parts refusées. Cette perspective ne minimise pas ce qui t'a été fait, elle te redonne le pouvoir sur ta propre guérison. Lisa Feldman Barrett a démontré dans ses travaux sur la construction des émotions que notre cerveau ne se contente pas d'enregistrer passivement les événements émotionnels. Il les reconstruit activement à chaque souvenir selon le sens que nous leur donnons maintenant. En d'autres termes, tu peux littéralement transformer la charge émotionnelle de tes souvenirs en changeant le sens que tu leur attribues. Ce n'est pas du déni, c'est de la reconsolidation mémorielle, un processus neurobiologique qui te permet de libérer la toxicité émotionnelle stockée depuis des décennies. Mais Jung a révélé quelque chose de troublant sur ce que tu refuses vraiment quand tu t'accroches à tes ressentiments. Tu refuses de pardonner parce que pardonner signifierait lâcher l'identité de la victime. Et cette identité t'a peut-être donné un sens, une cohérence narrative, une explication de pourquoi ta vie est ce qu'elle est. Admettre que tu pourrais te libérer de cette rancune signifierait aussi admettre que tu aurais pu te libérer bien plus tôt. Et cette réalisation est insupportable pour l'ego. Alors tu préfères porter ce poids toxique, te convaincre que tu ne peux pas pardonner, que la blessure est trop profonde, que l'autre ne mérite pas ton pardon.
Mais le pardon dont je parle n'a rien à voir avec l'autre. Il n'est pas pour lui, il est pour toi. C'est une décision égoïste dans le meilleur sens du terme, un acte d'amour-propre radical qui consiste à refuser de continuer à te faire du mal en entretenant cette mémoire toxique. Daniel Siegel parle d'intégration neuronale, cette capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions qui permettent de réinterpréter les expériences passées sans la charge traumatique initiale. La vieillesse est le moment idéal pour ce travail, car tu as enfin la distance temporelle et émotionnelle nécessaire pour voir ces vieilles blessures avec un regard plus sage, plus compatissant envers toi-même et envers celui que tu étais quand elles se sont produites. Des ressentiments sont les gardiens de vérité sur toi que tu n'oses pas voir, et il est temps maintenant de franchir cette porte. Chaque rancune que tu libères allège ton âme d'un poids que tu portes depuis trop longtemps. Ce n'est pas de la faiblesse de pardonner, c'est la force ultime de celui qui refuse de continuer à vivre prisonnier de son passé. Et voici la partie la plus profonde. En pardonnant vraiment, tu ne changes pas le passé, tu changes qui tu deviens maintenant. Tu passes de celui qui a été blessé à celui qui a transcendé sa blessure, de la victime au survivant conscient, de l'amer au sage. Cette transformation est le véritable héritage que tu peux te laisser à toi-même avant de partir. Ce que je vais révéler transformera à jamais ta relation à ta propre finitude, car derrière tous ces attachements se cache la terreur la plus fondamentale de l'existence humaine. Tu as peur de mourir, et cette peur a dirigé presque toutes tes actions pendant des décennies sans que tu en sois pleinement conscient. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est la pulsion de survie la plus basique de l'ego qui se sait mortelle et qui lutte désespérément contre cette évidence. Alors tu t'es accroché à tout ce qui te donnait l'illusion de permanence, de contrôle, de continuité. Tu as construit une vie soigneusement organisée, des habitudes rassurantes, des certitudes confortables, tout un système de défense psychique contre l'angoisse existentielle de ta propre disparition. Antonio Damasio a passé sa carrière à étudier comment la conscience de notre propre mortalité façonne nos émotions et nos décisions. Il a découvert que notre cortex préfrontal est constamment engagé dans des calculs inconscients qui visent à nous protéger de l'anxiété de la mort. Nous créons des structures, des projets, des héritages, des identités durables, tout cela dans une tentative désespérée de transcender notre finitude. Mais Jung a compris quelque chose de profondément libérateur sur ce processus. Il disait que la seconde moitié de la vie doit être consacrée à la préparation psychologique à la mort, non pas dans un esprit morbide, mais dans une acceptation mature de ce qui est inévitable. Cette préparation ne consiste pas à attendre passivement la fin, mais à mourir psychologiquement avant de mourir physiquement. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie lâcher progressivement tous les attachements de l'ego qui créent l'illusion que tu es permanent, que tu es séparé, que tu es ce corps et ces pensées qui disparaîtront. C'est un processus d'individuation qui mène à la réalisation que le self authentique n'est pas identique à l'ego mortel. Il y a en toi quelque chose qui observe ta propre vie, une conscience témoin qui n'est pas affectée par les changements et la mort du moi psychologique. Stephen Porges et sa théorie polyvagale nous montrent comment notre système nerveux autonome peut apprendre à se réguler face aux stress existentiels les plus profonds, y compris la conscience de notre mortalité. Quand ton système nerveux n'est plus en mode de survie constant, tu peux enfin faire face à la mort avec une clarté qui n'était pas possible avant. Albert Camus écrivait que la seule vraie question philosophique est celle du suicide, c'est-à-dire la question de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue face à l'absurde de notre condition mortelle. Sa réponse n'était pas le désespoir mais la révolte lucide, l'acceptation de l'absurde comme condition de la vraie liberté. Tu es mortel, tu disparaîtras. Tout ce que tu as construit retournera au néant, et c'est précisément cette vérité qui peut te libérer maintenant. Pourquoi continues-tu à t'accrocher désespérément au contrôle quand tu sais que finalement tu ne contrôles rien? Surtout pas le moment et la manière de ta disparition?
Cette illusion de contrôle est épuisante. Elle consomme une énergie psychique énorme qui pourrait être utilisée pour vivre pleinement le temps qui te reste. Freud parlait de la pulsion de mort, cette force inconsciente qui nous pousse paradoxalement vers notre propre dissolution. Mais plutôt que de la voir comme morbide, on peut la comprendre comme une sagesse profonde de la psyché qui sait que la vraie paix vient de l'acceptation, non de la résistance. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Ta peur de la mort n'est pas vraiment la peur de cesser d'exister, c'est la peur de n'avoir jamais vraiment existé. C'est la terreur de mourir en réalisant que tu n'as jamais vécu selon ta vérité, que tu es passé à côté de qui tu aurais pu être, que tu as gaspillé ta vie à jouer des rôles écrits par d'autres. Cette peur-là est bien plus profonde que la simple angoisse de la disparition physique. Jung disait que celui qui a vécu pleinement son individuation peut mourir en paix, car il a accompli le sens de sa vie. Il est devenu qui il devait être. Mais celui qui arrive à la fin avec le sentiment d'être passé à côté meurt 2 fois. Une première fois psychologiquement dans le regret et une seconde fois physiquement dans le désespoir. Richard Davidson a montré que la pratique de l'acceptation consciente de la mortalité modifie réellement les structures cérébrales associées à l'anxiété, créant une neuroplasticité qui permet de vivre avec plus de présence et moins de peur. La mort que tu fuis est la même qui pourrait te libérer de ta prison si tu acceptais de la regarder en face. Non pas pour t'y complaire, mais pour réaliser que chaque jour qui te reste est précieux, précisément parce qu'il est limité. L'acceptation de ta mortalité n'est pas une résignation dépressive, c'est le début de la vraie vie, celle où tu cesses de repousser à demain ce qui compte vraiment, celle où tu arrêtes de perdre du temps avec ce qui n'a jamais eu d'importance. Sénèque disait que nous ne manquons pas de temps, nous en gaspillons l'essentiel. Et ce gaspillage vient de notre incapacité à accepter que le temps est limité, que nous sommes mortels, que l'horloge tourne et ne s'arrêtera pas. La vieillesse te place devant cette évidence, avec une urgence que tu ne pouvais pas ressentir à 20 ou 40 ans. Tu n'as plus le luxe de faire semblant que tu as tout le temps devant toi. Cette confrontation peut être terrifiante ou libératrice, tout dépend de ton degré d'acceptation. Ce que je vais révéler maintenant pourrait transformer ta compréhension de toute ton existence, car il existe un poison psychologique encore plus subtil que la peur de la mort. Tu passes tes journées à ressasser ce qui aurait pu être, ce qui aurait dû être, les chemins non pris, les choix que tu regrettes, les opportunités manquées. Ces regrets ne sont pas de simples pensées nostalgiques, ils sont une forme de torture mentale que tu t'infliges constamment en refusant d'accepter ton histoire réelle. Chaque « si seulement » est une trahison de ton présent, un refus de vivre maintenant parce que tu es obsédé par un passé que tu ne peux pas changer. Freud appelait cela la compulsion de répétition. Cette tendance inconsciente à ressasser les mêmes patterns douloureux encore et encore, comme si en les rejouant mentalement tu pouvais d'une manière ou d'une autre modifier leur issue. Mais tu ne peux pas réécrire le passé, tu peux seulement changer ta relation à lui dans le présent. Les neurosciences ont révélé quelque chose de fascinant sur la manière dont nous stockons et réactivons les souvenirs regrettables. Lisa Feldman-Barrett explique que chaque fois que tu te remémores un événement passé, ton cerveau ne se contente pas de rejouer un enregistrement figé. Il reconstruit activement ce souvenir en y incorporant tes émotions et tes interprétations actuelles. En d'autres termes, tes regrets ne concernent pas vraiment ce qui s'est passé, mais la manière dont tu choisis de raconter cette histoire à toi-même maintenant. Tu as le pouvoir de changer ce récit, non pas en niant les faits, mais en transformant le sens que tu leur donnes. Cette blessure que tu vis comme un échec pourrait être réinterprétée comme un apprentissage nécessaire. Cette opportunité manquée pourrait être vue comme une protection contre un chemin qui n'était finalement pas le tien. Ce choix regrettable pourrait être compris comme la meilleure décision que tu pouvais prendre avec les informations et la conscience que tu avais à ce moment-là. Mais voici le secret que Freud découvrit sur ce qui se cache vraiment derrière tes regrets. Il ne concerne jamais ce que tu as fait ou pas fait. Il concerne qui tu refuses d'avoir été.
Tu regrettes d'avoir été faible à ce moment crucial, d'avoir été lâche quand il fallait du courage, d'avoir été égoïste quand l'amour était nécessaire, d'avoir été aveugle quand la lucidité s'imposait. Ce que tu ne peux pas te pardonner, ce n'est pas l'action ou l'inaction en soi, c'est la version de toi-même que cette action révèle. Et c'est précisément là que se trouve ta prison. Tant que tu refuses d'accepter que tu as été cette personne imparfaite, limitée, parfois mesquine ou lâche, tu resteras enchaîné à tes regrets. L'intégration de l'ombre dont parlait Jung exige d'accepter ces parts de toi que tu trouves inacceptables, non pas pour les justifier, mais pour reconnaître qu'elles faisaient partie de ton humanité à ce moment-là. Les philosophes stoïciens avaient une pratique puissante appelée amor fati, l'amour du destin. Ce n'était pas une acceptation passive ou résignée de ce qui arrive, c'était un amour actif et volontaire de tout ce qui est arrivé, y compris et surtout ce que nous aurions préféré éviter. Marc Aurèle écrivait que tout ce qui arrive, arrive justement, et que nous devons non seulement l'accepter, mais l'aimer comme partie nécessaire de notre chemin. Cette perspective ne nie pas la douleur ou la difficulté, elle la transforme en sens. Tes échecs t'ont appris l'humilité. Tes erreurs t'ont enseigné la compassion, tes pertes t'ont révélé ce qui comptait vraiment. Des regrets eux-mêmes te montrent maintenant ce que tu aurais voulu incarner, et il n'est jamais trop tard pour commencer à l'incarner aujourd'hui. Daniel Siegel parle de la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions narratives qui intègrent le passé douloureux dans une histoire cohérente et porteuse de sens. Cette intégration narrative est la clé de la libération des regrets. Tes regrets ne concernent pas ce que tu as fait, mais qui tu refuses d'avoir été, et il est temps maintenant d'embrasser cette vérité avec compassion. Tu n'étais pas parfait, tu ne l'as jamais été, tu ne le seras jamais, et c'est parfaitement acceptable. L'humain que tu étais à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans, faisait de son mieux avec les ressources psychologiques et la conscience qu'il avait à ce moment-là. Juger cette version passée de toi avec ta conscience actuelle est profondément injuste. C'est comme reprocher à un enfant de ne pas avoir la sagesse d'un adulte. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration, écrivait que nous ne pouvons pas changer ce qui nous est arrivé, mais nous pouvons toujours choisir l'attitude que nous adoptons face à ce qui est arrivé. Cette liberté intérieure de choisir le sens est la dernière liberté qui ne peut jamais être retirée, même par tes propres regrets. En acceptant pleinement ton histoire telle qu'elle s'est déroulée, avec tous ses détours et ses imperfections, tu te donnes enfin la permission de vivre pleinement le temps qui te reste sans être hanté par ce qui aurait pu être. Et c'est là que la vraie richesse psychologique se révèle, car tu as probablement passé des décennies à accumuler des possessions matérielles en croyant qu'elles définissaient qui tu es. Ta maison, ta voiture, tes meubles, tes collections, tous ces objets que tu as soigneusement acquis et préservés te donnaient l'illusion d'une identité solide et permanente. Mais voici la vérité inconfortable. Ce que tu possèdes te possède bien plus que tu ne le possèdes. Chaque objet auquel tu es attaché représente un morceau de ton énergie psychique qui est piégé dans la matière. Tu t'inquiètes de ces choses, tu les protèges, tu les entretiens, tu te définis par elles. Et dans ce processus, tu perds un peu plus de liberté intérieure. Adler parlait de la compensation matérielle, cette tendance inconsciente à accumuler des possessions pour compenser un sentiment d'infériorité psychologique profond. Si je possède des choses de valeur, alors je dois avoir de la valeur. Si ma maison est impressionnante, alors je dois être quelqu'un d'important. Cette logique inconsciente est une prison dorée qui t'empêche de découvrir ta vraie valeur, celle qui n'a rien à voir avec ce que tu possèdes. Les recherches en psychologie montrent constamment que passé un certain seuil de confort matériel, l'accumulation de possessions ne contribue en rien au bonheur ou au sens de la vie. Elle crée plutôt une anxiété chronique de perte et un besoin compulsif de protéger ce qu'on a. Richard Davidson a étudié les effets du détachement matériel sur le bien-être psychologique et il a découvert que les personnes qui vivent avec moins de possessions mais plus de présence
rapportent des niveaux significativement plus élevés de satisfaction existentielle. Ce n'est pas que la pauvreté soit une vertu, c'est que l'attachement excessif aux choses matérielles détourne ton attention de ce qui nourrit vraiment ton âme. Chaque heure que tu passes à t'inquiéter de tes possessions, à les organiser, à les protéger, à planifier d'en acquérir de nouvelles, est une heure volée à ta vie intérieure, à tes relations authentiques, à ta croissance psychologique. Et maintenant, dans cette phase de ta vie, la question se pose avec une urgence nouvelle. Que vas-tu faire de toutes ces choses quand tu ne seras plus là? À qui vont-elles vraiment servir? Quel sens ont-elles au-delà de l'illusion de permanence qu'elles t'ont donnée? Sénèque écrivait il y a 2000 ans des lettres magnifiques sur la vraie richesse, celle qui ne peut jamais être volée ni perdue. Il disait que l'homme riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui a besoin de peu. Cette richesse intérieure vient de la culture de ton âme, de la profondeur de tes réflexions, de la qualité de ta présence, de la sagesse que tu as acquise à travers tes expériences. Tout cela, personne ne peut te le prendre, même pas la mort. Tes possessions matérielles disparaîtront ou seront dispersées, mais la personne que tu es devenue à travers ton individuation reste comme une empreinte invisible dans le tissu de l'existence. Jung parlait du processus d'individuation comme d'une alchimie intérieure qui transforme le plomb de l'expérience brute en or de la conscience. Cette transformation ne nécessite aucune possession matérielle. Elle exige seulement ton attention, ton honnêteté, ton courage de regarder en toi-même sans phare. Mais voici ce qui est vraiment troublant. Tu sais tout cela intellectuellement, et pourtant tu continues à t'accrocher à tes possessions comme si ta vie en dépendait. Pourquoi? Parce que lâcher tes attachements matériels signifierait affronter le vide existentiel qui se cache derrière cette question terrifiante. Qui suis-je sans mes possessions? Si je ne suis pas ma maison, ma voiture, mes collections, mes économies, alors qui suis-je? Cette question te ramène directement au cœur de l'individuation jungienne. Tu n'es pas ce que tu possèdes, tu n'es même pas ce que tu as accompli. Tu es cette conscience qui observe et expérimente tout cela. Mais pour toucher cette vérité, tu dois accepter de traverser l'anxiété du vide, ce moment terrifiant où tous tes repères matériels s'effondrent et où tu te retrouves face à toi-même nu. Stephen Porges explique que notre système nerveux a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir lâcher prise. Si ton sentiment de sécurité dépend de tes possessions matérielles, ton système nerveux résistera farouchement à tout détachement. Le travail consiste donc à créer une sécurité intérieure qui ne dépend plus de l'extérieur. Ce que tu possèdes te possède jusqu'à ce que tu comprennes qui tu es sans rien. Et cette compréhension est le vrai trésor de la vieillesse. Imaginer ta mort, ce que les stoïciens pratiquaient quotidiennement, n'est pas morbide, c'est profondément libérateur. Tu ne peux rien emporter, alors pourquoi continues-tu à vivre comme si ces choses avaient une importance ultime? La vraie question n'est pas combien tu laisses derrière toi, mais qui tu deviens pendant que tu es encore là. Boris Cyrulnik parle de la capacité humaine à la résilience, cette force intérieure qui nous permet de traverser les pertes et les dépouillements en trouvant un sens nouveau. La vieillesse est un dépouillement progressif naturel, et tu peux soit résister désespérément à ce processus, soit le vivre comme une libération graduelle de tout ce qui n'a jamais été vraiment toi. Chaque objet que tu lâches, chaque attachement matériel que tu libères, te rend un peu plus léger, un peu plus libre, un peu plus proche de ton essence véritable. Ce que je vais révéler maintenant pourrait te libérer de décennies de prison intérieure, car il existe un geôlier encore plus impitoyable que tous les autres. La voix critique qui n'a jamais cessé de te condamner depuis ton premier souffle. Cette voix qui te dit que tu n'es pas assez bien, que tu aurais dû faire mieux, que tu as échoué, que tu es décevant.
Cette voix n'est pas ta sagesse intérieure, c'est le surmoi tyrannique dont parlait Freud, cette instance psychique qui a internalisé tous les jugements, toutes les critiques, toutes les attentes impossibles de ton enfance, jusqu'à ce qu'ils deviennent une autocritique automatique et constante. Tu n'as même plus besoin que quelqu'un te juge de l'extérieur, tu as perfectionné l'art de te juger toi-même, avec une sévérité que tu n'infligerais jamais à personne d'autre. Cette cruauté envers toi-même a peut-être commencé comme une stratégie de survie, une manière de t'améliorer, de te protéger de la critique externe en la devançant. Mais elle est devenue une habitude psychologique si profondément ancrée que tu ne la remets même plus en question. Les études cliniques révèlent quelque chose de bouleversant. L'autocritique chronique active les mêmes circuits cérébraux de stress et de menace que si tu étais réellement attaqué par quelqu'un d'autre. Daniel Siegel explique que quand tu te juges sévèrement, ton amygdale s'active comme si tu faisais face à un danger réel, déclenchant une cascade de stress qui affecte ton corps et ton esprit. En d'autres termes, tu vis dans un état de menace constant créé par ta propre voix intérieure. Cette violence psychologique que tu t'infliges jour après jour a des conséquences profondes sur ton bien-être, ta santé, ta capacité à être en paix avec toi-même. Et voici la tragédie. Tu crois probablement que cette sévérité envers toi-même est nécessaire, que sans elle tu deviendrais complaisant, paresseux, médiocre. Mais c'est exactement le mensonge que le surmoi te fait croire pour maintenir son pouvoir sur toi. Jung parlait de l'intégration finale de l'ombre, comme du travail le plus important de la seconde moitié de la vie. Cette intégration n'est pas seulement l'acceptation de tes parts sombres, c'est aussi et surtout la fin de la guerre intérieure entre celui que tu es et celui que tu penses devoir être. C'est la réconciliation profonde avec ton humanité imparfaite, tes limites, tes erreurs, tes faiblesses. Cette réconciliation ne signifie pas abandonner toute aspiration à grandir, elle signifie arrêter de te battre contre ta propre nature. Antonio Damasio a démontré que l'autocompassion active des circuits neuronaux complètement différents de l'autocritique, des circuits associés à la sécurité, à la connexion, à la guérison. Quand tu te traites avec la même gentillesse que tu offrirais à un ami cher, ton cerveau crée littéralement de nouvelles voies neuronales qui remplacent progressivement les anciennes voies de jugement et de sévérité. Mais voici la partie la plus profonde et la plus difficile à accepter. Le jugement que tu portes sur toi est le dernier mensonge entre toi et ta liberté. Pourquoi un mensonge? Parce qu'il présuppose qu'il existe une version idéale de toi que tu devrais être, et que ne pas être cette version fait de toi quelqu'un d'inadéquat. Mais cette version idéale n'a jamais existé, c'est une fiction créée par ton psychisme, pour te donner une direction, une motivation. Le problème survient quand tu transformes cette fiction en juge impitoyable, qui mesure constamment l'écart entre qui tu es et qui tu crois devoir être. Viktor Frankl écrivait que l'acceptation radicale de soi-même, avec toutes nos imperfections et nos limitations, est paradoxalement la seule condition de la vraie transformation. Tant que tu te bats contre toi-même, tu restes divisé, fragmenté, en guerre intérieure. Quand tu acceptes enfin qui tu es vraiment, avec une honnêteté totale et une compassion profonde, quelque chose de miraculeux se produit. Tu deviens enfin libre d'évoluer, non pas par contrainte, mais par amour de toi-même. La vieillesse te donne cette opportunité unique de déposer enfin les armes dans cette guerre que tu as menée contre toi-même pendant des décennies. Tu as suffisamment souffert de ta propre sévérité, tu as suffisamment payé pour des crimes imaginaires, tu as suffisamment porté le poids du jugement. Richard Davidson a montré que la pratique de l'autocompassion, même commencée tardivement dans la vie, modifie significativement les structures cérébrales associées au bien-être et à la régulation émotionnelle. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à te traiter avec gentillesse, à te parler avec douceur, à te regarder avec le même amour bienveillant que tu aurais pour un enfant qui fait de son mieux. Cette transformation de ton dialogue intérieur est peut-être le travail le plus important qui te reste à accomplir,
parce que tu peux libérer tous les autres attachements dont nous avons parlé, mais si tu continues à vivre avec un juge cruel dans ta propre tête, tu ne connaîtras jamais la paix. Le jugement que tu portes sur toi est le dernier mensonge entre toi et ta liberté. Et le moment est venu de choisir la vérité. La vérité, c'est que tu as fait de ton mieux, avec ce que tu savais, avec ce que tu avais, avec qui tu étais, à chaque moment de ta vie. Tu n'as pas été parfait, tu as fait des erreurs, tu as blessé des gens, tu t'es blessé toi-même, tu as échoué à certains moments cruciaux, et tout cela est profondément humain, profondément normal, profondément acceptable. La sagesse de la vieillesse ne consiste pas à finalement devenir cette version parfaite que tu as poursuivie toute ta vie, elle consiste à accepter enfin l'humain imparfait que tu as toujours été. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est de la libération. C'est le moment où tu déposes le fardeau impossible de la perfection et où tu embrasses la beauté imparfaite de ton humanité authentique. Boris Cyrulnik parle de cette capacité extraordinaire des êtres humains à transformer leurs blessures en sagesse, leurs échecs en compassion, leurs limitations en acceptation. C'est précisément ce que la vieillesse te permet de faire si tu acceptes de lâcher le jugement. Tout ce que nous avons exploré ensemble dans cette réflexion converge vers une vérité simple et profonde que Jung a passé sa vie à comprendre et à transmettre. L'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même, n'est jamais complète avant que tu aies accepté et intégré toutes les parts de toi que tu as rejetées, projetées, refoulées pendant des décennies. Les rôles sociaux que tu as portés, le besoin d'approbation qui t'a dirigé, les ressentiments qui t'ont empoisonné, la peur de la mort qui t'a paralysé, les regrets qui t'ont hanté, les possessions qui t'ont défini, le jugement qui t'a condamné, tout cela représente des fragments de ton énergie psychique qui sont restés piégés dans des patterns inconscients. La vieillesse est ta dernière opportunité de récupérer cette énergie, de rassembler ces fragments dispersés, de devenir enfin un être entier avant de partir. Ce n'est pas un processus facile, ce n'est pas un chemin confortable, mais c'est le seul chemin vers la vraie paix intérieure. Freud disait que le but de la psychanalyse était de transformer la misère hystérique en malheur ordinaire. Et bien que cette formulation puisse sembler pessimiste, elle contient une sagesse profonde. Il ne s'agit pas d'atteindre un bonheur parfait ou une sérénité absolue, il s'agit d'accepter la condition humaine avec toutes ses imperfections et ses douleurs inévitables. Cette acceptation te libère de la souffrance supplémentaire que tu t'infliges en résistant à ce qui est. La vie comporte de la douleur, de la perte, du vieillissement, de la maladie, de la mort. Ces réalités ne peuvent pas être évitées. Mais la souffrance que tu ajoutes à cette douleur par ton refus d'accepter, par tes jugements, par tes attachements, par tes regrets, cette souffrance-là est optionnelle. Elle peut être libérée si tu choisis de faire le travail psychologique profond que la vieillesse t'invite à accomplir. Stanislas Dehaene a révélé dans ses recherches sur la conscience que notre capacité à observer nos propres processus mentaux, cette métacognition, est précisément ce qui nous permet de nous transformer. Tu peux observer tes patterns, les reconnaître, les comprendre et choisir consciemment de ne plus les nourrir. Les philosophes stoïciens enseignaient une pratique simple mais puissante. Distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, et concentrer toute ton énergie sur ce qui dépend de toi. Tu ne peux pas changer ton passé. Tu ne peux pas contrôler quand et comment tu mourras. Tu ne peux pas forcer les autres à te donner l'approbation que tu cherches. Mais tu peux changer ton attitude face à ton passé, tu peux transformer ta relation à ta mortalité, tu peux apprendre à te valider toi-même. Cette distinction simple est la clé de la tranquillité d'esprit que Marc Aurèle cultivait même en tant qu'empereur romain face à des défis immenses. Il écrivait chaque soir dans ses méditations, non pas pour la postérité mais pour lui-même, pour se rappeler ces vérités essentielles, l'impermanence de toute chose, l'importance de vivre selon sa nature véritable, la nécessité d'accepter ce qui arrive. Ces réflexions écrites il y a presque 2000 ans restent d'une pertinence bouleversante
parce qu'elles touchent à des vérités psychologiques intemporelles sur la condition humaine. Maintenant, tu comprends peut-être que tout ce dont nous avons parlé n'est pas une liste de choses à faire, mais un processus organique de dépouillement psychologique. Ce n'est pas en forçant ou en contrôlant que tu te libéreras de ces attachements, c'est en développant une conscience de plus en plus claire de leur présence et de leur impact sur ta vie. Cette conscience elle-même est transformatrice. Quand tu vois vraiment comment ta quête d'approbation te fait trahir ta vérité, quelque chose change en toi. Quand tu reconnais vraiment comment tes ressentiments t'empoisonnent, le processus de libération commence naturellement. Quand tu acceptes profondément ta mortalité, la peur commence à se dissoudre. C'est ce que Jung appelait le processus d'individuation. Il ne peut pas être forcé, il ne peut qu'être accompagné avec conscience et patience. Jean-Pierre Changeux a démontré que la conscience elle-même modifie les structures neuronales, créant une boucle de rétroaction où plus tu deviens conscient de tes patterns, plus ton cerveau se reconfigure pour les transformer. Tu es arrivé à un point de ta vie où tu as enfin le temps, la distance, la maturité, pour voir ta vie dans son ensemble, pour comprendre les patterns qui t'ont dirigé, pour intégrer les leçons de tes expériences. Cette perspective est un cadeau que la vieillesse t'offre, mais seulement si tu choisis de l'utiliser. Tu peux passer tes dernières années à ressasser les mêmes vieilles douleurs, à porter les mêmes vieux masques, à t'accrocher désespérément à ce qui disparaît inévitablement. Ou tu peux choisir consciemment de faire le travail d'intégration psychologique qui transformera tes dernières années en période de croissance profonde et de paix intérieure. Ce n'est pas une décision que tu prends une fois pour toutes, c'est un choix quotidien, moment après moment, de revenir à la conscience, de lâcher ce qui ne te sert plus, d'accepter ce qui est, de devenir de plus en plus simplement toi-même, sans ornement ni défense. La vraie sagesse de la vieillesse n'est pas dans l'accumulation de connaissances ou d'expériences. Elle est dans la simplification progressive de ton être jusqu'à son essence la plus pure. Chaque attachement que tu libères te ramène plus près de cette essence. Chaque jugement que tu déposes te rend plus léger. Chaque regret que tu acceptes te permet de vivre plus pleinement le présent. Chaque peur que tu affrontes te donne plus de liberté. Ce processus de dépouillement psychologique est exactement l'inverse de ce que la société valorise, qui est l'accumulation, la performance, le contrôle. Mais c'est précisément ce renversement de valeurs qui rend la vieillesse si potentiellement libératrice. Tu n'as plus rien à prouver, tu n'as plus besoin d'impressionner, tu n'as plus à performer pour exister. Tu peux enfin simplement être si tu acceptes de lâcher toutes les couches de conditionnement qui ont recouvert ton être authentique pendant des décennies. Cette paix que tu as cherchée toute ta vie n'était jamais dans les accomplissements, dans la reconnaissance, dans les possessions, dans le contrôle. Elle était toujours ici, en toi, sous toutes les couches d'agitation mentale et émotionnelle que tu as prises pour toi-même. La méditation que le Bouddha enseignait, la contemplation philosophique que pratiquaient les stoïciens, le processus d'individuation que décrivait Jung, la logothérapie que proposait Frankl, tous ces chemins différents pointent vers la même vérité fondamentale. La paix vient de l'acceptation profonde de ce qui est, y compris et surtout de qui tu es vraiment. Cette acceptation ne signifie pas l'abandon de toute aspiration ou de toute croissance. Elle signifie la fin de la guerre contre toi-même et contre la réalité. À partir de cette acceptation paisible, une croissance authentique devient possible, non pas motivée par le manque ou la peur, mais par l'amour de la vie et la curiosité naturelle de l'âme. Combien de ces fardeaux as-tu reconnu dans ta propre psyché en écoutant cette réflexion? Écris ton nombre en commentaire. C'est important de prendre conscience. Cette prise de conscience n'est pas pour te décourager, mais pour te montrer clairement le travail qui t'attend et qui est aussi le cadeau qui t'est offert. Chacun de ces attachements que tu reconnais est une porte vers ta libération si tu choisis de la franchir. Tu n'as pas besoin de tout transformer en un jour, tu n'as pas besoin d'être parfait dans ce processus de libération. Tu as juste besoin d'être honnête avec toi-même, patient avec ton rythme, compatissant avec tes résistances. Le simple fait de voir ces patterns avec clarté est déjà le début de leur dissolution.
La conscience est la lumière qui dissout l'obscurité de l'inconscient, comme le disait Jung. Plus tu éclaires tes mécanismes psychologiques avec la lampe de la conscience, plus ils perdent leur pouvoir automatique sur toi. La vieillesse est ce moment sacré où la vie elle-même t'invite à mourir psychologiquement avant de mourir physiquement. Cette mort psychologique n'a rien de morbide, c'est la dissolution de l'ego attaché, de toutes les identifications fausses, de toutes les illusions qui t'ont maintenu en prison. C'est la mort du personnage que tu as joué pendant des décennies pour laisser place à l'être authentique que tu as toujours été sous la surface. Cette transformation est ce que les traditions spirituelles de toutes les cultures ont décrit comme l'éveil, l'illumination, la libération. Les mots changent, mais l'expérience fondamentale reste la même, la réalisation directe que tu n'es pas tes rôles, pas tes possessions, pas tes pensées, pas même ton corps vieillissant. Tu es cette conscience qui observe tout cela avec une présence tranquille. Cette réalisation ne vient pas d'une réflexion intellectuelle, elle vient d'un lâcher-prise progressif de toutes les identifications qui obscurcissaient cette vérité simple. Frankl a survécu à l'enfer des camps de concentration en maintenant une liberté intérieure que personne ne pouvait lui retirer. La liberté de choisir son attitude face à n'importe quelle situation. Si cette liberté était possible même dans les circonstances les plus extrêmes imaginables, elle est certainement possible pour toi, maintenant dans ta vieillesse. Personne ne peut te retirer cette liberté de choisir comment tu vis tes dernières années, avec quoi tu nourris ton esprit, où tu places ton attention, quelle attitude tu adoptes face à tes limitations croissantes. Cette souveraineté intérieure est le vrai trésor de l'existence humaine. Et c'est précisément dans la vieillesse, quand tout le reste t'est progressivement retiré, que cette vérité devient évidente. Tu peux perdre ta santé, ta mobilité, ta jeunesse, tes possessions, mais tu ne peux jamais perdre ta capacité à choisir qui tu es face à tout cela, sauf si tu abandonnes cette liberté par ignorance ou par désespoir. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre sa propre profondeur à cette étape cruciale de sa vie. Quelle phrase t'a le plus marqué dans tout ce que nous avons exploré ensemble? Cette phrase qui a résonné particulièrement en toi est probablement celle qui touche à ta propre porte de libération, au travail spécifique qui t'appelle. Écoute cette résonance, elle n'est pas accidentelle, c'est ton inconscient qui te signale où se trouve ton chemin de transformation. Et si tu veux continuer ce voyage intérieur ensemble, explorer plus profondément ces territoires de la psyché et de l'âme, rejoins notre communauté de membres qui s'engagent dans cette quête d'authenticité et de libération intérieure. Nous sommes tous en chemin vers la même destination ultime, mais nous pouvons nous accompagner mutuellement avec bienveillance et sagesse partagée. La vieillesse que tu vis maintenant n'est pas une fin, c'est un accomplissement, si tu acceptes de la vivre consciemment. C'est le moment où tous les fils dispersés de ton existence peuvent enfin être tissés ensemble en une tapisserie cohérente qui révèle le sens de ton parcours unique. Tu n'es pas arrivé ici par accident, chaque expérience que tu as vécue, même les plus douloureuses, t'a préparé à cette phase finale de maturation psychologique. Tout ce que tu as souffert peut maintenant être transformé en sagesse. Tout ce que tu as appris peut maintenant être intégré en compréhension profonde. Tout ce que tu as été peut maintenant être accepté avec compassion. Cette intégration finale est le vrai sens de la vieillesse. C'est pourquoi les cultures traditionnelles vénéraient les anciens, non pas malgré leur âge, mais à cause de lui. Ils savaient que seul celui qui a traversé toutes les saisons de la vie et qui a fait le travail d'intégration peut offrir une sagesse authentique aux générations suivantes. Tu arrives maintenant au seuil d'un territoire que peu de gens traversent consciemment, le territoire de la préparation intérieure à la mort. Ce n'est pas morbide d'en parler, c'est profondément nécessaire. La mort viendra que tu y penses ou non, mais la manière dont tu la rencontres dépend entièrement du travail psychologique que tu fais maintenant. Tu peux arriver à ce moment final avec terreur et regret, agrippé désespérément à ce qui disparaît, ou tu peux y arriver avec paix et acceptation, ayant déjà lâché intérieurement ce que la mort viendra prendre de toute façon.
Jung disait que celui qui a accompli son individuation peut mourir en paix car il a vécu pleinement, il est devenu qui il devait être. Cette plénitude n'a rien à voir avec les accomplissements externes, elle concerne l'accomplissement intérieur de ton être, le sentiment profond d'avoir été fidèle à ta vérité, d'avoir intégré tes ombres, d'avoir accepté ton humanité, d'avoir vécu aussi consciemment que possible. Voici donc le dernier cadeau que la vieillesse peut t'offrir, si tu choisis de le recevoir. La possibilité de mourir entier, réconcilié avec toi-même, en paix avec ton histoire, libéré des fardeaux qui ont alourdi ton âme pendant des décennies. Ce n'est pas une promesse de bonheur parfait ou de sérénité constante, c'est quelque chose de plus profond et de plus durable, une paix fondamentale qui vient de l'acceptation totale de ce qui est et de ce qui a été. Cette paix est accessible maintenant, aujourd'hui, dans ce moment présent, si tu choisis de lâcher ne serait-ce qu'un seul des attachements dont nous avons parlé. Commence où tu es, avec ce qui résonne le plus fortement en toi, et fais un pas à la fois vers ta propre libération. La vie t'a amené jusqu'ici pour cette raison précise, pour que tu puisses enfin devenir pleinement toi-même avant de partir. Ne laisse pas cette opportunité sacrée passer inaperçue dans la distraction ou le déni. Choisis la conscience, choisis l'honnêteté, choisis l'acceptation, choisis la liberté. C'est le dernier et le plus important choix qui te reste à faire.